Il y a des choses que nous cherchons à comprendre et d'autres qui, simplement, nous résistent. Parfois, en marchant dans une rue familière, une silhouette au loin attire notre regard. Quelque chose dans sa démarche, dans la forme de ses épaules, nous fait penser à quelqu'un, un ami, un proche. Notre cœur s'accélère légèrement. Et puis, la personne se retourne. Ce n'est pas elle, ce n'était qu'une ressemblance. Ou bien, la nuit, dans le silence de la chambre, les ombres sur le mur forment des visages, des formes qui semblent nous observer. Nous savons que ce ne sont que des jeux de lumière, des plis de tissu, des objets ordinaires, et pourtant l'impression persiste. Dans les nuages qui dérivent lentement, nous voyons des animaux, des continents, des figures familières. Notre esprit dessine des contours là où il n'y a que vapeur et mouvement. Ces moments ne sont pas des erreurs, ce ne sont pas des défaillances de notre perception. Ils révèlent quelque chose de fondamental dans la manière dont notre cerveau appréhende le monde. Notre esprit cherche constamment. Il cherche du sens, de l'ordre, des motifs, même là où il n'y en a peut-être pas. Cette quête n'est ni naïve ni irrationnelle, elle est profondément enracinée dans notre architecture cognitive, elle a façonné notre survie, notre évolution, notre capacité à naviguer dans un monde complexe et souvent ambigu. Comprendre pourquoi nous cherchons des motifs partout, c'est comprendre quelque chose d'essentiel sur ce que signifie être humain, sur la manière dont nous construisons la réalité, sur les forces invisibles qui guident notre perception. Ce soir, nous allons explorer cette tendance, lentement, sans hâte, en suivant les fils qui relient la perception à la survie, l'ordre au chaos, le sens au hasard. La fin de cohérence. Notre cerveau n'aime pas l'incertitude. Il ne supporte pas longtemps l'absence de structure, face au chaos, face à l'aléatoire. Il cherche immédiatement à imposer de l'ordre, à créer du sens, même si ce sens doit être inventé. Cette tendance porte un nom en psychologie cognitive, l'apophénie, la propension à percevoir des connexions et des significations dans des événements aléatoires ou sans rapport. Mais l'apophénie n'est pas un dysfonctionnement. Elle est le produit d'un système cognitif extrêmement performant, un système qui a évolué pour détecter les régularités dans l'environnement, pour anticiper, pour prédire, pour survivre. Imaginez nos ancêtres lointains. Dans les savanes d'Afrique, il y a des centaines de milliers d'années, marchant dans les hautes herbes sous un soleil brûlant. Soudain, un bruissement. Deux possibilités se présentent. Première possibilité, c'est le vent, un mouvement sans importance, sans danger, ignorer le signal et continuer tranquillement. Deuxième possibilité, c'est un prédateur, un lion tapi dans l'ombre, une menace mortelle, réagir immédiatement, fuir ou se préparer au combat. Face à cette incertitude, deux types d'erreurs sont possibles. L'erreur de type 1, un faux positif, percevoir un danger là où il n'y en a pas. Imaginer le lion alors que c'était simplement le vent. Cette erreur a un coût, de l'énergie gaspillée, du stress inutile, quelques secondes perdues. L'erreur de type 2, un faux négatif, ne pas percevoir le danger là où il existe, ignorer le bruissement parce qu'on suppose que c'est le vent, alors que c'est vraiment un lion. Cette erreur a un coût bien plus élevé, potentiellement la mort. La sélection naturelle a tranché. Elle a favorisé les cerveaux, qui commettent plus souvent l'erreur de type 1, qui voient des menaces même quand elles ne sont pas là, parce que le coût de cette erreur est infiniment plus supportable que celui de l'erreur opposée. Mieux vaut être paranoïaque et vivant que détendu et dévoré. Ainsi, nos ancêtres qui détectent des motifs, qui perçoivent des régularités, qui anticipent des dangers même incertains, survivent plus longtemps, se reproduisent plus efficacement, transmettent leurs gènes. Génération après génération, les cerveaux humains deviennent des machines hypersensibles à la détection de motifs, des instruments finement calibrés pour percevoir l'ordre, même dans le désordre, pour trouver du sens, même dans le hasard. Cette tendance ne se limite pas aux menaces physiques, elle s'étend à tous les aspects de notre environnement.
Nous détectons des motifs dans les sons avant même de comprendre le langage. Les bébés reconnaissent les rythmes, les intonations, les structures répétitives de la parole. Nous détectons des motifs dans les visages dès les premiers jours de vie. Un nouveau-né préfère regarder un arrangement de formes qui ressemble à un visage plutôt qu'un arrangement aléatoire, même si le visage n'est que 3 points disposés en triangle. Nous détectons des motifs dans les mouvements. Notre cerveau distingue instantanément un mouvement biologique, la scie, démarche d'un animal ou d'un humain, d'un mouvement mécanique, même quand nous ne voyons que des points lumineux se déplaçant dans l'obscurité. Cette capacité à extraire des régularités, à identifier des structures, est à la base de tout apprentissage, de toute prédiction, de toute compréhension. Mais elle vient avec un prix. Nous voyons des motifs, même quand il n'y en a pas. Nous créons des connexions, même quand elles n'existent pas. Nous construisons du sens même face au pur hasard. Les visages cachés. Parmi toutes les formes que nous reconnaissons, parmi tous les motifs que nous cherchons, il en est un qui domine tous les autres, le visage humain. Notre cerveau possède des régions entières dédiées au traitement des visages, des zones spécialisées qui s'activent dès que nous percevons quelque chose qui ressemble, même vaguement, à une face humaine. Cette tendance s'appelle la pareidolie faciale, la capacité à voir des visages dans des objets inanimés, dans des nuages, dans des taches, dans des prises électriques, dans la surface de Mars. En 1976, la sonde Viking 1 photographie la surface de Mars dans la région de Cydonia. L'une des images montre une formation rocheuse étrange, une colline qui, sous un certain angle, avec un certain éclairage, ressemble à un visage. Des yeux, un nez, une bouche. L'image fait sensation. Certains y voient la preuve d'une civilisation martienne disparue, d'un monument construit par des êtres intelligents. Des décennies plus tard, avec de meilleures caméras, sous différents angles, la vérité apparaît. Ce n'est qu'une colline érodée, une formation géologique ordinaire. Le visage était une illusion, créée par les ombres et notre propre besoin de reconnaître des faces. Mais pourquoi notre cerveau est-il si prompt à voir des visages ? Encore une fois, l'évolution offre une réponse. Pour nos ancêtres, reconnaître rapidement un visage pouvait faire la différence entre la vie et la mort, distinguer un ami d'un ennemi, identifier les émotions d'autrui, anticiper les intentions. Un visage porte une quantité immense d'informations, âge, sexe, état émotionnel, santé, familiarité, menaces potentielles, tout cela doit être traité en une fraction de seconde. Les bébés humains manifestent une préférence pour les visages dès les premières heures de vie, même quand ces visages ne sont que 3 points disposés en triangle, 2 points en haut pour les yeux, 1 point en bas pour la bouche. Cette configuration minimale suffit à déclencher le système de reconnaissance faciale, parce que mieux vaut réagir à un faux visage qu'ignorer un vrai. Notre sensibilité au visage est si extrême que nous les percevons même dans l'abstraction totale. 2 cercles au-dessus d'un arc courbe, et immédiatement, un sourire apparaît. Même si nous savons rationnellement que ce ne sont que des formes géométriques, cette reconnaissance automatique, incontrôlable, révèle quelque chose de profond sur le fonctionnement de notre perception. Notre cerveau ne traite pas passivement les informations sensorielles, il les interprète activement, il projette du sens, il impose des structures, il crée des significations. Les neurosciences ont identifié une région cérébrale particulièrement importante pour la reconnaissance faciale, l'aire fusiforme des visages, située dans le lobe temporal. Quand cette région est endommagée, les personnes développent une condition appelée prosopagnosie, l'incapacité à reconnaître les visages, même les plus familiers, même leurs propres reflets. Ces personnes peuvent voir parfaitement. Elles peuvent décrire les traits d'un visage, les yeux, le nez, la bouche, mais l'ensemble ne forme pas une identité reconnaissable.
le visage reste une collection de parties sans cohérence globale. Cette condition révèle que la reconnaissance faciale n'est pas simplement une question de voir, c'est une construction active du cerveau, un processus qui intègre, qui synthétise, qui donne du sens. Et ce processus est si puissant qu'il dépasse largement son objectif initial. Nous voyons des visages dans les nuages, dans les écorces d'arbres, dans les motifs de papier peint, dans les taches de café, dans les cratères lunaires. Ces pareidolie ne sont pas des erreurs, ce sont des manifestations de l'extraordinaire efficacité de notre système de reconnaissance, un système tellement bien réglé, tellement sensible, qu'il se déclenche même face à de vagues ressemblances. Dans les sanctuaires religieux, dans les toasts brûlés, dans les reflets sur les vitres, des millions de personnes ont cru voir des figures sacrées, la Vierge Marie, le Christ, des saints. Ces visions ne sont ni des miracles, ni des hallucinations. Elles sont simplement notre cerveau faisant ce qu'il fait le mieux, chercher du sens, reconnaître des visages, imposer de l'ordre sur le chaos visuel. Time 1.5. Les constellations de l'esprit. La nuit, quand nous levons les yeux vers le ciel étoilé, nous ne voyons pas simplement des points lumineux dispersés au hasard. Nous voyons des figures, des animaux, des héros, des objets. Nous relions les étoiles par des lignes imaginaires. Nous créons des constellations. La grande ours, Orion le chasseur, le scorpion, le cygne, chaque culture a tracé ses propres dessins dans les étoiles, projeté ses propres mythes sur la voûte céleste. Pourtant, les étoiles d'une constellation n'ont aucun lien physique entre elles. Elles ne forment pas de groupe réel. Elles sont séparées par des distances inimaginables. Certaines sont proches de nous, d'autres incroyablement lointaines. Leur alignement, apparent, vu depuis la Terre, est purement accidentel, un effet de perspective, un hasard cosmique. Si nous observions le ciel depuis une autre planète, depuis un autre système solaire, les étoiles formeraient des configurations complètement différentes. Nos constellations familières n'existeraient plus. Et pourtant, partout sur Terre, à toutes les époques, les humains ont tracé des constellations. Cette tendance révèle quelque chose de fondamental, notre besoin de structure, notre incapacité à accepter le hasard pur, notre désir de narration. Le ciel nocturne est infiniment complexe, des milliers d'étoiles visibles à l'œil nu, des millions si l'on utilise des instruments, un chaos lumineux qui pourrait sembler écrasant, insensé. Mais notre cerveau refuse le chaos, il cherche l'ordre, il groupe, il catégorise, il crée des unités significatives. Ce processus s'appelle en psychologie la loi de proximité, l'un des principes de la Gestalt, notre tendance à percevoir des objets proches les uns des autres comme formant un groupe. Dans le ciel, des étoiles relativement rapprochées dans notre champ visuel, même si elles sont cosmiquement distantes, sont automatiquement regroupées par notre perception, et ces groupes deviennent des formes, des figures, des histoires. Les constellations ne servent pas qu'à embellir le ciel, elles ont eu une fonction pratique cruciale pour nos ancêtres. Elles permettaient la navigation, les marins utilisaient les étoiles pour se repérer en mer, l'étoile polaire indiquait le nord, la position des constellations révélait la latitude. Elles marquaient le passage du temps, le retour cyclique de Dicissianisi. Certaines constellations annonçaient les saisons, Orion visible en hiver, le Scorpion en été. Ces repères célestes guidaient l'agriculture, indiquaient quand planter, quand récolter. Elles portaient la mémoire culturelle. Chaque constellation racontait un mythe, préservait une histoire, transmettait des valeurs. Le ciel nocturne devenait un livre ouvert, un texte cosmique que chaque génération apprenait à lire. Mais au-delà de ces fonctions pratiques, les constellations révèlent notre besoin profond de raconter des histoires, de transformer le monde brut en récits compréhensibles. Face à l'immensité du cosmos, face à notre petitesse, nous créons des histoires, nous peuplons le ciel de personnages familiers, nous humanisons l'univers.
Cette tendance ne se limite pas aux étoiles. Nous créons des motifs dans les données, nous relions des événements séparés pour former des causalités, nous trouvons des corrélations même quand seul le hasard est à l'œuvre. En 1960, le psychologue Klaus Conrad étudiait la schizophrénie. Il observait comment les patients développaient progressivement des systèmes délirants élaborés. Il remarqua que ce processus commençait souvent par ce qu'il appela l'apophénie, la perception de connexions significatives dans des événements aléatoires. Un patient pourrait remarquer que chaque fois qu'il pense à quelqu'un, cette personne apparaît, ou bien le téléphone sonne. Il ne s'agit que de coïncidence, de la loi normale des probabilités, mais pour le patient, ces événements forment un motif, révèlent une connexion cachée, peut-être une télépathie, peut-être une conspiration. Progressivement, d'autres coïncidences s'ajoutent. Le système délirant se complexifie, se renforce, devient une vision du monde cohérente mais détachée de la réalité. Cela ne signifie pas que chercher des motifs est pathologique. Au contraire, c'est une capacité fondamentale, sans laquelle nous ne pourrions ni apprendre, ni prédire, ni comprendre. Mais cette capacité peut dériver, peut s'emballer, peut créer du sens là où il n'y en a pas. La frontière entre la perception saine de motifs réels et l'illusion de motifs imaginaires est parfois floue, parfois franchie sans que nous nous en rendions compte. Le hasard résiste. Notre cerveau n'a pas évolué pour comprendre le hasard, il a évolué pour le combattre, pour le nier, pour lui imposer de l'ordre. Cette incompréhension fondamentale du hasard se manifeste de multiples façons, souvent surprenantes, parfois coûteuses. Imaginez que vous lanciez une pièce de monnaie, encore et encore, vous obtenez la séquence suivante, pile, 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 pile. Quelle est la probabilité que le prochain lancer donne face ? Intuitivement, beaucoup de gens pensent que face est plus probable, que la pièce doit compenser, que la série de piles ne peut pas continuer indéfiniment. Cette intuition est fausse. Si la pièce est équilibrée, chaque lancer est indépendant. La probabilité de face reste exactement de 50%, quelle que soit l'histoire précédente. La pièce n'a pas de mémoire, elle ne cherche pas à équilibrer, elle ne doit rien. Et pourtant, notre cerveau résiste à cette vérité. Il cherche des motifs, il anticipe des corrections, il voit des tendances même dans le pur aléatoire. Ce biais cognitif s'appelle le sophisme du joueur, ou erreur de Monte-Carlo, du nom du casino où un événement célèbre l'illustra. En 1913, à la table de roulette du casino de Monte-Carlo, la bille tomba sur noir, puis à nouveau sur noir, puis encore sur noir. Les joueurs commencèrent à parier massivement sur rouge, convaincus que noir ne pouvait pas continuer, que l'équilibre devait se rétablir. Mais la bille continua de tomber sur noir, encore et encore, 26 fois consécutives. Les joueurs perdirent des millions, victimes de leur incompréhension du hasard, de leur besoin irrépressible de voir des motifs, de prédire, de trouver du sens. Cette difficulté à comprendre le hasard ne se limite pas au jeu, elle affecte des domaines beaucoup plus sérieux. En médecine, des patients peuvent percevoir des liens entre un traitement et une amélioration, alors que seul le hasard est à l'œuvre. Cette perception crée la base de nombreuses médecines alternatives, de pratiques sans efficacité réelle, mais maintenues par des anecdotes, des coïncidences interprétées comme des preuves. En économie, des investisseurs voient des tendances dans les fluctuations du marché. Ils croient pouvoir prédire les mouvements futurs en analysant les motifs passés, même quand les marchés se comportent de manière largement aléatoire. En éducation, des enseignants peuvent croire qu'un élève est en série de réussites ou en série d'échecs, qu'il traverse une phase, alors que les performances fluctuent simplement selon les variations normales attendues. Le statisticien britannique Francis Galton, au XIXe siècle, observa un phénomène curieux. Les enfants de parents exceptionnellement grands sont généralement plus petits que leurs parents. Les enfants de parents exceptionnellement petits sont généralement plus grands. Il appela cela
la régression vers la moyenne, un principe statistique fondamental. Les valeurs extrêmes tendent, par pur hasard, à être suivies de valeurs plus proches de la moyenne. Mais notre cerveau ne comprend pas naturellement ce principe. Il cherche des explications causales, il invente des histoires, il crée des motifs. Un athlète réalise une performance exceptionnelle, puis lors de la compétition suivante, sa performance est moins impressionnante. Est-ce la pression, le stress, une blessure cachée ou simplement la régression vers la moyenne, un retour naturel vers son niveau habituel après un pic aléatoire? Notre incompréhension du hasard nous pousse aussi à voir des séries, des cycles, des alternances, même dans des séquences purement aléatoires. Si vous demandez à des gens de créer une séquence aléatoire de piles et faces, leur production ne ressemble pas à du vrai hasard, elle contient trop d'alternances, pas assez de répétitions. Le vrai hasard produit des regroupements, des séries, des motifs apparents, mais notre intuition rejette ces motifs comme trop organisés pour être aléatoires. Paradoxalement, nous créons de faux motifs dans le hasard réel et nous rejetons les vrais motifs du hasard comme trop ordonnés. Les chiffres et les présages. Les nombres, abstraits et immuables, devraient échapper à notre tendance à projeter du sens, et pourtant, nous y trouvons des significations, des présages, des messages cachés. Certains nombres deviennent sacrés, porteurs de pouvoirs symboliques, le 7, le 3, le 12, chaque culture désigne ces nombres spéciaux, leur attribue des propriétés mystiques. D'autres nombres sont redoutés, le 13 en Occident, le 4 en Asie de l'Est, où sa prononciation ressemble au mot mort. Certains immeubles n'ont pas de 13e étage, certains hôpitaux évitent les chambres numérotées 4. Mais au-delà du symbolisme culturel, nous percevons des motifs numériques même dans les séquences les plus aléatoires. Les loteries, les tirages de numéros devraient être purement hasardeux, et pourtant, les joueurs développent des stratégies, des systèmes, des croyances sur certains numéros, chanceux ou malchanceux. Ils évitent les suites, 1, 2, 3, 4, 5, 6, convaincus que ces nombres sont trop ordonnés pour sortir, même si mathématiquement, cette combinaison a exactement la même probabilité que n'importe quelle autre. Ils choisissent des numéros significatifs, dates d'anniversaire, numéros porte-bonheur, comme si l'univers répondait à leurs intentions personnelles, comme si le hasard pouvait être influencé par le sens que nous lui donnons. La numérologie, cette pratique ancienne qui cherche du sens mystique dans les nombres, repose entièrement sur notre tendance à percevoir des motifs. Elle attribue des valeurs numériques aux lettres, additionne ces valeurs, réduit les résultats, trouve des correspondances, crée des prophéties. Mais ces correspondances ne révèlent que rien sur l'univers. Elles révèlent seulement notre capacité infinie à créer des connexions, à tisser des liens, à transformer le hasard en destin. Un phénomène particulièrement fascinant illustre notre perception sélective des motifs numériques, l'illusion des séries. Nous remarquons, quand un nombre apparaît plusieurs fois, 11h, 11, ou la date 11-11, ou le numéro 11 sur une plaque d'immatriculation, et nous pensons encore ce nombre, c'est un signe. Mais nous ne remarquons pas, ou nous oublions immédiatement, toutes les fois où ce nombre n'apparaît pas, toutes les autres combinaisons que nous croisons sans les noter. Cette attention sélective crée l'illusion d'une récurrence significative, alors qu'il ne s'agit que de la loi normale des probabilités. Dans un monde rempli de nombres, certaines coïncidences sont inévitables. Le mathématicien John Littlewood a formalisé ce principe. Il l'a appelé la loi des miracles de Littlewood. Selon ses calculs, si nous définissons un miracle comme un événement à 1 million contre 1, et si nous sommes éveillés et attentifs environ 8 heures par jour, percevant un événement par seconde, alors nous devrions expérimenter environ un miracle par mois, simplement par hasard. Les coïncidences qui nous semblent impossibles, miraculeuses, sont en réalité statistiquement attendues, inévitables sur une période suffisamment longue. Mais notre cerveau ne pense pas en statistiques, il pense en histoire,
et une coïncidence est une histoire irrésistible, un motif qui semble trop parfait pour être accidentel. Cette tendance trouve son expression ultime dans ce qu'on appelle la pensée magique, la croyance que nos pensées, nos désirs, nos intentions peuvent influencer les événements externes par des moyens non physiques. Un joueur de football porte toujours les mêmes chaussettes lors des matchs importants, convaincu qu'elles portent chance. Une étudiante utilise toujours le même stylo pour ses examens. Un conducteur évite de passer sous les échelles. Ces rituels n'ont aucun effet causal réel, mais ils persistent parce que notre cerveau est câblé pour percevoir des corrélations, pour créer des liens de cause à effet, même quand seule la coïncidence est à l'œuvre. Le psychologue B.F. Skinner a démontré que même les pigeons développent des comportements superstitieux. Dans une expérience, des pigeons recevaient de la nourriture à intervalles aléatoires. Rapidement, chaque oiseau développait un rituel particulier, tourner en cercle, pencher la tête, battre des ailes, comme si ces comportements causaient l'apparition de la nourriture. Les pigeons, comme nous, cherchent des motifs, créent des connexions causales, développent des croyances basées sur de pures coïncidences. La musique de l'ordre. Notre quête de motifs ne se limite pas au visuel ou au numérique, elle imprègne aussi notre expérience auditive, et nulle part cela n'est plus évident que dans la musique. La musique est fondamentalement une organisation du son, une imposition de structure sur le temps, une création de motifs dans le flux auditif. Le rythme, la répétition de pulsations à intervalles réguliers est peut-être le motif le plus fondamental. Notre cerveau y répond immédiatement, instinctivement. Nos pieds tapent, nos têtes hochent, nos corps se synchronisent. Cette sensibilité au rythme n'est pas uniquement humaine. De nombreux animaux répondent aux patterns rythmiques, mais les humains possèdent une capacité unique à créer et à apprécier des structures rythmiques complexes. Nous percevons des groupements, des accentuations, des hiérarchies temporelles. Un battement fort suivi de battements faibles crée une mesure. Les mesures se regroupent en phrases, les phrases en sections. Notre cerveau impose cette structure même quand elle n'est pas explicitement présente. Face à une série de battements identiques, également espacés, nous entendons naturellement des groupes 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nous créons l'accentuation mentalement. La mélodie, cette succession, organisée de hauteur, repose également sur la reconnaissance de motifs. Nous percevons des intervalles, des montées, des descentes, des retours. Une mélodie familière peut être transposée dans une autre tonalité, jouée plus rapidement ou plus lentement, et nous la reconnaissons toujours parce que nous percevons le motif relationnel, la structure abstraite plutôt que les notes spécifiques. Cette capacité d'abstraction, de reconnaissance de formes indépendamment du contexte spécifique, est fondamentale à la cognition musicale, et elle révèle quelque chose de profond sur notre traitement de l'information. L'harmonie, la combinaison simultanée de sons, crée des motifs encore plus complexes. Certaines combinaisons sonnent consonantes, stables, reposantes, d'autres sonnent dissonantes, tendues, demandant résolution. Ces perceptions ne sont pas purement culturelles. Bien que la culture influence fortement nos préférences, elles ont aussi des bases acoustiques objectives liées au rapport mathématique entre les fréquences. Un intervalle d'octave, où la fréquence double, est universellement perçu comme consonant, un rapport de 2 pour 1, simple, stable, harmonieux. Notre cerveau est sensible à ces rapports, à ces régularités mathématiques cachées dans le son. Il trouve du plaisir dans l'ordre, même quand cet ordre n'est pas consciemment perçu. Mais la musique n'est pas que répétition et régularité, elle joue aussi avec la surprise, avec la violation de nos attentes. Une mélodie établit un motif, puis le varie. Notre cerveau anticipe une continuation, et quand cette anticipation est confirmée, nous ressentons de la satisfaction. Quand elle est légèrement violée, nous ressentons de l'intérêt, de l'excitation. Le neuroscientifique David Huron a proposé que le plaisir musical
réside largement dans ce jeu, entre attente et résolution, entre pattern et déviation, entre ordre et surprise. Notre cerveau cherche constamment à prédire, à anticiper, et la musique exploite brillamment cette tendance. Elle établit des règles, puis les courbe, juste assez pour maintenir l'intérêt, sans créer la confusion. Les cultures développent des systèmes musicaux différents, des gammes, des modes, des structures rythmiques qui varient considérablement, mais toutes reposent sur la même capacité cognitive fondamentale, la perception de motifs temporels, la reconnaissance de structures dans le flux du son. Et cette capacité ne se limite pas à la musique formelle, nous percevons des patterns dans la parole, le rythme et la mélodie du langage, ce qu'on appelle la prosodie. Un bébé, bien avant de comprendre les mots, réagit à la prosodie, à l'intonation montante d'une question, au ton apaisant d'une berceuse, au rythme enjoué du langage maternel. Cette sensibilité précoce aux motifs sonores, cette capacité à extraire la structure du flux auditif est la base de l'acquisition du langage, de la communication, de la connexion sociale. Les limites de la quête. Notre tendance à chercher des motifs, aussi puissante et utile soit-elle, comporte des limites, des dangers, des moments où elle nous égare plus qu'elle ne nous guide. La science moderne, dans sa quête de compréhension, doit constamment lutter contre notre propension naturelle à voir du sens trop rapidement, à créer des explications prématurées, à confondre corrélation et causalité. Une étude révèle que les gens qui mangent du chocolat régulièrement ont un indice de masse corporelle plus faible, immédiatement. Notre cerveau chercheur de motifs crée une histoire. Le chocolat fait maigrir, peut-être grâce à certains composés, peut-être en accélérant le métabolisme. Mais la corrélation ne prouve pas la causalité. Peut-être que les gens minces se permettent plus facilement du chocolat. Peut-être qu'un troisième facteur, comme l'exercice physique, influence à la fois le poids et la consommation de chocolat. Peut-être que la relation est purement accidentelle, un artefact statistique. Distinguer les vraies relations causales des simples coïncidences demande une rigueur méthodologique, des expériences contrôlées, une pensée, critique, tout ce qui va à l'encontre de notre tendance naturelle à accepter immédiatement les patterns qui semblent significatifs. Les théories du complot prospèrent sur notre tendance à percevoir des motifs, à relier des événements apparemment sans rapport, à voir de l'intention et du dessein là où il n'y a que chaos et hasard. Des coïncidences, des correspondances temporelles, des similitudes superficielles deviennent des preuves d'un plan secret, d'une conspiration cachée, d'un ordre invisible tirant les ficelles. Notre cerveau préfère une explication, même improbable, même farfelue, au vide de l'absence d'explication. Il préfère une histoire cohérente, même fausse, au chaos de la contingence. Et une fois qu'un pattern perçu s'installe, il devient difficile de le déloger. Nous tombons victimes du biais de confirmation, cherchant activement les informations qui soutiennent notre pattern, ignorant ou minimisant celles qui le contredisent. Les marchés financiers, dans leur complexité chaotique, attirent les chercheurs de motifs, des analystes techniques tracent des graphiques, identifient des tendances, des supports, des résistances, prédisent les mouvements futurs basés sur les patterns passés. Certains de ces patterns peuvent avoir une validité limitée, devenant autoréalisateurs quand suffisamment de traders y croient et agissent en conséquence, mais la plupart ne sont que des illusions, des structures imaginaires projetées sur le bruit aléatoire des fluctuations du marché. Des fortunes se font et se perdent sur la base de patterns perçus, de signaux détectés, de sens créés là où il n'y en avait peut-être pas. En médecine, avant l'avènement des essais cliniques contrôlés, les traitements étaient souvent basés sur des observations de patterns. Un patient prend un remède et va mieux, donc le remède doit fonctionner. Mais ce raisonnement ignore la régression vers la moyenne, le fait que la plupart des maladies fluctuent naturellement, que les patients consultent souvent au moment le plus aigu.
et qu'une amélioration subséquente serait survenue même sans intervention. Il ignore l'effet placebo, le pouvoir de la croyance et de l'attention à influencer les symptômes. Il ignore les biais de mémoire, notre tendance à mieux nous souvenir des succès que des échecs. C'est pourquoi la science médicale moderne insiste sur les essais randomisés contrôlés, sur les doubles aveugles, sur les analyses statistiques rigoureuses, tous des outils conçus pour contrecarrer notre tendance naturelle à voir des patterns trompeurs. Mais reconnaître les limites de notre quête de motifs ne signifie pas l'abandonner. Cela signifie la tempérer avec la rigueur, la compléter avec le doute, l'équilibrer avec l'humilité. Car, malgré ces dangers, cette capacité reste notre plus grand atout cognitif. Elle nous permet d'apprendre, de généraliser, de prédire, de naviguer dans un monde complexe. Le défi est de trouver l'équilibre entre ouverture et scepticisme, entre reconnaissance des patterns réels et résistance aux illusions, entre la quête de sens et l'acceptation du hasard. L'ordre dans le désordre. Paradoxalement, notre cerveau chercheur de motifs excelle non seulement à trouver l'ordre, mais aussi à créer du sens à partir du désordre même. L'art moderne, particulièrement l'art abstrait, joue avec cette capacité. Il présente des formes, des couleurs, des compositions qui ne représentent rien de spécifique, et pourtant, nous y trouvons du sens, des émotions, des significations. Face à une toile de Kandinsky, de Pollock, de Rothko, notre esprit s'active, cherche, interprète, même en l'absence de sujets reconnaissables. Nous percevons des tensions, des équilibres, des mouvements, des atmosphères. Cette capacité à extraire du sens de l'abstraction révèle quelque chose de profond. Notre perception n'est jamais passive, elle est toujours constructive, toujours interprétative, toujours créatrice. Le test de Rorschach, ces fameuses taches d'encre symétriques, exploitent précisément cette tendance. Face à des formes ambiguës, notre esprit projette, il crée des images, des histoires, des significations qui révèlent autant sur nous-mêmes que sur les taches. Certains y voient des papillons, d'autres des masques, d'autres des créatures fantastiques, chaque interprétation unique, chaque pattern perçu personnel. La langue elle-même, ce système de sons arbitraires reliés à des significations, repose sur notre capacité à percevoir des patterns phonétiques, des structures grammaticales, des régularités syntaxiques. Un enfant apprenant sa langue maternelle ne reçoit pas de règles explicites. Il est exposé à un flux continu de paroles, apparemment chaotique, et pourtant, son cerveau extrait les patterns, identifie les régularités, construit progressivement une grammaire interne. Cette capacité innée à détecter les structures linguistiques, ce que Noam Chomsky appelle la grammaire universelle, est peut-être l'expression la plus sophistiquée de notre tendance à chercher des motifs. Les mathématiques, cette science de l'ordre pur, de la structure abstraite, sont également le produit de notre quête de patterns. Nous remarquons que 1 + 1 = 2, toujours, invariablement. Cette régularité devient un pattern, une règle, un principe. Nous observons que les angles d'un triangle totalisent toujours 180 degrés. Nous trouvons des relations entre les côtés d'un triangle rectangle. Nous découvrons des proportions dorées dans la nature et l'architecture. Chaque découverte mathématique est essentiellement la reconnaissance d'un pattern, d'une régularité, d'une structure qui existait cachée dans le tissu de la réalité, attendant d'être perçue. Et parfois, notre quête de motifs nous mène à des découvertes véritablement profondes, à des compréhensions qui transforment notre vision du monde. Kepler, observant les mouvements des planètes, cherchait des patterns. Il essaya d'abord de les expliquer par des sphères parfaites, par des solides platoniciens, par des harmonies musicales célestes. Ces patterns étaient illusoires. Mais sa quête persistante le mena finalement aux vraies lois du mouvement planétaire. Les orbites elliptiques, les aires balayées égales en temps égaux, les périodes reliées aux distances, des patterns réels,
des structures authentiques de l'univers. Darwin, observant la diversité de la vie, cherchait des patterns, des ressemblances entre espèces, des gradations, des variations, et dans ces patterns, il perçut un processus, la sélection naturelle, un mécanisme créant de l'ordre à partir du chaos, de la complexité à partir de la simplicité. Oui, notre tendance à chercher des motifs, quand elle est disciplinée par la méthode scientifique, tempérée par le scepticisme, guidée par l'évidence, devient notre outil le plus puissant pour comprendre la réalité. Elle nous permet de dépasser les apparences, de percevoir les structures profondes, de découvrir les lois qui gouvernent le cosmos, de créer des théories qui unifient des phénomènes apparemment disparates. Mais cette même tendance, non contrôlée, peut créer des illusions, des superstitions, des croyances infondées, des patterns imaginaires. La sagesse réside dans la reconnaissance de cette dualité, dans l'acceptation que notre capacité à percevoir des motifs est à la fois notre plus grand atout et notre plus grande vulnérabilité. Le silence entre ces motifs. Peut-être que la leçon la plus profonde de notre quête de motifs, c'est d'apprendre aussi à accepter leur absence, à faire la paix avec l'aléatoire, à trouver du sens non pas malgré le chaos, mais en l'embrassant. Le monde n'est pas entièrement ordonné, il n'est pas entièrement chaotique non plus. Il existe dans un équilibre délicat entre structure et hasard, entre pattern et bruit, entre sens et absurde. Certaines traditions philosophiques et spirituelles ont toujours su cela. Elles enseignent l'acceptation de l'incertitude, la paix avec l'inconnaissable, la sagesse de ne pas toujours chercher à expliquer. Le bouddhisme zen, avec ses koans paradoxaux, ses méditations sur le vide, invite à lâcher prise sur notre besoin compulsif de comprendre, de catégoriser, de trouver du sens. Parfois, dit le zen, les choses sont simplement ce qu'elles sont, sans signification cachée, sans pattern sous-jacent, sans message à déchiffrer. Une pierre est une pierre, un nuage est un nuage, la pluie tombe parce que les conditions atmosphériques le permettent, pas parce que l'univers essaie de nous dire quelque chose. Cette acceptation ne signifie pas renoncer à la compréhension, elle signifie reconnaître les limites de notre besoin de pattern, accepter que tout n'a pas besoin d'être expliqué, que le hasard a sa place, que l'incertitude est inévitable. Le philosophe existentialiste Albert Camus explorait cette tension dans le mythe de Sisyphe. Il décrivait l'absurde, cette confrontation entre notre besoin humain de sens et l'indifférence silencieuse de l'univers. Nous cherchons des réponses, des patterns, des significations, et l'univers ne répond pas. Il continue simplement, neutre, amoral, sans dessein. Pour Camus, la sagesse n'était pas de nier cet absurde, ni de créer de fausses certitudes, mais de l'accepter pleinement, de vivre malgré, ou même grâce à cette absence de sens ultime. Dans notre vie quotidienne, cette sagesse peut se manifester de petites façons, reconnaître qu'une mauvaise journée n'est pas un signe, qu'une série de malchances n'est pas une punition cosmique, qu'une coïncidence heureuse n'est pas nécessairement le destin à l'œuvre. Parfois, les choses arrivent simplement, sans raison profonde, sans pattern significatif, et c'est acceptable. Cette acceptation peut être libératrice, elle nous décharge du fardeau de tout interpréter, de tout comprendre, de trouver du sens dans chaque événement. Et pourtant, même en acceptant le hasard, même en reconnaissant l'absurde, nous continuons naturellement à chercher des patterns, parce que c'est ce que nous sommes, c'est ainsi que notre cerveau fonctionne. La question n'est donc pas de cesser de chercher, mais de chercher avec humilité, avec conscience, avec la capacité de distinguer les patterns réels des illusions, les structures authentiques des projections. C'est un équilibre délicat, une danse continue entre ouverture et scepticisme, entre créativité et rigueur, entre imagination et réalité. Notre tendance à chercher des motifs partout,
Cette caractéristique fondamentale de l'esprit humain n'est ni bonne ni mauvaise en soi, elle est simplement ce que nous sommes, l'héritage de millions d'années d'évolution, le fondement de notre intelligence, la source de nos plus grandes réussites et de nos plus grandes illusions. Comprendre cette tendance, reconnaître ses forces et ses faiblesses, nous permet de l'utiliser plus sagement, de créer, de découvrir, d'apprendre, tout en restant vigilant face à ses pièges, à ses erreurs, à ses tentations. Car au final, nous sommes des créatures qui cherchent du sens dans un univers qui n'en offre pas toujours, et peut-être que la vraie sagesse, c'est de trouver la beauté dans cette recherche elle-même, dans notre capacité infinie à percevoir, à imaginer, à relier, à créer de l'ordre à partir du chaos. Même si cet ordre n'est parfois qu'une construction de notre esprit, il reste réel pour nous, il façonne notre expérience, il donne forme à notre monde. Et dans cette création continue de sens, dans cette quête incessante de patterns, nous révélons quelque chose d'essentiel sur la nature humaine, notre refus d'accepter passivement le monde tel qu'il est, notre besoin profond de le comprendre, de le transformer, de le rendre nôtre. Les patterns du langage intérieur. Il y a quelque chose de particulier dans la façon dont notre esprit parle à lui-même, ce flux constant de pensée, ce monologue intérieur qui accompagne presque chaque instant éveillé. Ce discours mental n'est pas aléatoire, il suit des patterns, des structures, des rythmes qui reflètent notre quête perpétuelle d'ordre et de cohérence. Nous ne pensons pas en fragments isolés, nous pensons en récits, en chaînes causales, en séquences logiques. Notre esprit transforme constamment l'expérience brute en histoire compréhensible. Un événement simple, une conversation difficile au travail, devient immédiatement une narration. Nous rejouons la scène, nous analysons ce qui s'est dit, nous imaginons ce que nous aurions pu dire, nous anticipons les conséquences. Notre cerveau ne peut s'empêcher de créer ces récits, de relier les événements en séquences causales, de chercher des explications, des intentions, des significations. Cette narrativisation constante est une forme de recherche de patterns. Nous imposons une structure temporelle et causale sur le flux chaotique de l'expérience. Nous transformons le vécu en histoire. Le psychologue Jérôme Brunner a proposé que la pensée narrative est l'un des deux modes fondamentaux de cognition, l'autre étant la pensée paradigmatique, logique et scientifique. Mais même la pensée scientifique, lorsqu'elle se traduit en langage intérieur, prend souvent une forme narrative. Nous nous racontons comment une expérience s'est déroulée, comment une théorie a émergé, comment une découverte a été faite. Les récits ne sont pas seulement des ornements, des façons de rendre les choses intéressantes, ils sont des outils cognitifs fondamentaux, des moyens de comprendre, de mémoriser, de donner du sens. Notre mémoire elle-même fonctionne selon des patterns narratifs. Nous nous souvenons mieux des événements quand ils forment une histoire cohérente, quand ils ont un début, un développement, une fin. Les détails isolés, sans connexion narrative, disparaissent rapidement, mais les mêmes détails, intégrés dans un récit, persistent pendant des années, parfois toute une vie. C'est pourquoi les cultures humaines, depuis les temps les plus reculés, ont toujours transmis leur savoir à travers des histoires, des mythes, des légendes, des paraboles, plutôt que par de simples listes de faits. Les patterns narratifs facilitent la rétention, la compréhension, la transmission. Mais cette tendance à narrativiser peut aussi nous égarer. Nous créons des histoires qui semblent cohérentes, qui ont du sens, mais qui ne correspondent pas nécessairement à la réalité. Nous réinterprétons le passé à travers le prisme du présent. Nous modifions nos souvenirs pour qu'ils s'intègrent mieux dans notre récit personnel. Nous oublions les détails qui ne cadrent pas. Nous accentuons ceux qui renforcent la cohérence. Le psychologue Daniel Kahneman distingue entre le moi expérientiel, celui qui vit les moments au présent, et le moi narratif, celui qui construit l'histoire de notre vie. Ces deux moi ne s'accordent pas toujours. Le moi narratif
simplifie, structure, crée du sens, parfois au détriment de la complexité vécue par le moi expérientiel. Nous nous racontons aussi des histoires sur qui nous sommes. Notre identité personnelle est largement une construction narrative, un récit cohérent que nous maintenons à travers le temps. Ce récit intègre nos expériences passées, nos valeurs actuelles, nos aspirations futures en une histoire unifiée. Je suis quelqu'un qui, j'ai toujours été, je veux devenir. Mais cette cohérence est en partie illusoire. Nous changeons constamment, nous nous contredisons, nous évoluons, et pourtant, nous maintenons l'illusion d'un soi stable, d'un personnage principal continu dans notre histoire de vie. Cette illusion n'est pas nécessairement problématique, elle peut être adaptive, utile, elle nous donne un sens de continuité, de direction, de signification. Mais il est important de reconnaître qu'elle reste une construction, un pattern imposé sur la fluidité de l'expérience, un ordre créé à partir du flux. Les rythmes biologiques cachés. Notre quête de pattern ne se limite pas aux stimuli externes, ni même à nos pensées conscientes. Elle s'étend au rythme profond de notre biologie, aux cycles qui gouvernent notre corps, souvent sans que nous en ayons conscience. Le plus évident de ces patterns est le cycle circadien, ce rythme d'environ 24 heures qui régule notre veille et notre sommeil, notre température corporelle, notre sécrétion hormonale, notre vigilance mentale. Ce cycle n'est pas imposé uniquement par l'alternance jour-nuit. Il existe en nous, intrinsèquement, orchestré par une horloge biologique située dans l'hypothalamus, le noyau suprachiasmatique. Des expériences ont montré que même isolés dans des environnements sans repères temporels, sans lumière du jour, sans horloge, les humains maintiennent un rythme proche de 24 heures. Notre corps cherche le pattern, maintient le cycle, même en l'absence de signaux externes. Mais ce rythme n'est pas rigide, il se synchronise avec l'environnement, s'ajuste selon la lumière, les interactions sociales, les habitudes régulières. Cette capacité d'ajustement, cette recherche constante d'alignement avec les patterns externes est essentielle à notre adaptation, à notre survie. Au-delà du cycle circadien, notre corps suit de nombreux autres rythmes, certains plus courts, certains plus longs. Le cycle cardiaque, cette alternance régulière de contraction et de relaxation, ce pattern fondamental qui marque chaque seconde de notre existence. Notre cerveau surveille constamment ce rythme, détecte les irrégularités, les accélérations, les ralentissements, même quand nous n'y prêtons pas attention consciemment. La respiration aussi suit un pattern, plus lent que le cœur, mais tout aussi régulier. Inspiration, expiration, pause, un cycle qui peut être conscient ou automatique, volontaire ou involontaire. Ces rythmes biologiques ne sont pas isolés, ils interagissent, se synchronisent, créent des patterns complexes de coordination. Pendant le sommeil, notre cerveau traverse des cycles d'environ 90 minutes, alternant entre sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal, chaque phase avec ses propres caractéristiques, ses propres fonctions. Notre activité mentale, notre créativité, notre humeur fluctuent selon ces cycles. Même pendant la journée, nous traversons des périodes de haute et de basse énergie, des moments de clarté mentale et de brouillard cognitif. Reconnaître ces patterns, s'aligner avec eux, peut améliorer notre efficacité, notre bien-être, notre santé. Il existe aussi des cycles plus longs, des rythmes qui s'étendent sur des semaines, des mois, des saisons. Certaines personnes ressentent des variations d'humeur liées aux saisons, une tristesse hivernale, une énergie printanière. Ces fluctuations peuvent être subtiles ou, dans certains cas, devenir le trouble affectif saisonnier. Les femmes expérimentent le cycle menstruel, ce rythme d'environ 28 jours qui affecte non seulement la physiologie reproductive, mais aussi l'humeur, l'énergie, la cognition, de façon complexe et individuelle. Tous ces cycles, tous ces rythmes, sont des patterns que notre corps maintient, que notre cerveau surveille,
que notre système nerveux orchestre. La chronobiologie, cette science des rythmes biologiques, révèle que presque chaque fonction corporelle suit un pattern temporel, que rien dans notre physiologie n'est vraiment constant. Notre température corporelle varie selon l'heure, notre sensibilité à la douleur fluctue, notre force musculaire change, notre acuité mentale oscille. Ces variations ne sont pas du bruit, ne sont pas des dysfonctionnements, elles sont des patterns adaptatifs, des optimisations évolutives, des réponses à un monde qui lui-même suit des cycles. Le jour et la nuit, les saisons, les marées, les cycles lunaires, l'environnement naturel dans lequel nous avons évolué est rempli de patterns temporels, et notre biologie s'est ajustée, s'est synchronisée, a internalisé ces rythmes. Reconnaître ces patterns biologiques, les respecter plutôt que de les combattre, peut transformer notre relation à notre propre corps, à notre énergie, à notre santé. Dormir quand notre cycle circadien le demande, plutôt que quand notre emploi du temps l'impose. Manger en alignement avec nos rythmes métaboliques, plutôt que par habitude sociale. Travailler pendant nos pics de vigilance cognitive, nous reposer pendant nos creux naturels. Tout cela demande d'écouter les patterns, de reconnaître les cycles, de s'aligner avec les rythmes profonds, plutôt que de les ignorer. Mais notre monde moderne, avec sa lumière artificielle, ses horaires rigides, ses exigences constantes, perturbe souvent ces patterns, les masque, les déphase. Le travail de nuit, les décalages horaires, les écrans lumineux avant le sommeil, tout cela interfère avec nos rythmes circadiens, crée une dissonance entre nos horloges internes et notre environnement. Cette perturbation a des coûts: fatigue chronique, troubles du sommeil, risques accrus pour la santé métabolique et cardiovasculaire, difficultés cognitives. Respecter les patterns biologiques n'est pas un luxe, c'est une nécessité, ignorée à nos risques et périls. La sagesse du pattern. Au terme de cette exploration, une question demeure: que faire de cette connaissance? Comment vivre avec cette compréhension de notre tendance à chercher des patterns? La réponse n'est ni simple, ni unique. Elle varie selon le contexte, selon nos besoins, selon nos objectifs. Parfois, la sagesse consiste à embrasser notre capacité à percevoir des patterns, à l'utiliser pleinement, à faire confiance à nos intuitions, à nos reconnaissances rapides. Un musicien expérimenté entend immédiatement une fausse note, un médecin chevronné détecte un pattern symptomatique familier, un parent reconnaît le type de pleurs de son enfant. Ces reconnaissances automatiques, ces perceptions de patterns sont le fruit d'années d'expérience, d'apprentissage implicite, de calibration fine de nos systèmes perceptifs. Les ignorer, les rejeter au nom d'un scepticisme excessif serait absurde, serait gaspiller une ressource cognitive précieuse. Mais d'autres fois, la sagesse demande le doute, la vérification, la résistance à l'acceptation immédiate du pattern perçu. Quand nous nous trouvons à croire trop facilement à une coïncidence, quand nous développons une certitude basée sur peu d'évidence, quand nous résistons aux informations qui contredisent notre pattern préféré. Dans ces moments, ralentir, questionner, chercher des explications alternatives devient essentiel. La pensée critique, la méthode scientifique, les outils en statistique, tout cela existe précisément pour contrebalancer nos biais naturels, pour distinguer les vrais patterns des illusions. L'équilibre se trouve quelque part, entre ces deux extrêmes, entre confiance intuitive et scepticisme rigoureux, entre reconnaissance rapide et analyse lente. Le psychologue Daniel Kahneman décrit deux systèmes de pensée. Le système 1, rapide, automatique, intuitif, excellent pour reconnaître les patterns familiers, et le système 2, lent, délibéré, analytique, capable de raisonner logiquement et de résister aux biais. La sagesse réside dans le savoir, quand utiliser quel système, quand faire confiance à l'intuition, quand engager l'analyse.
pour les décisions routinières, pour les domaines où nous avons de l'expertise, pour les situations familières. Le système 1 suffit souvent. Nos patterns reconnus nous guident efficacement. Mais pour les décisions importantes, pour les domaines inconnus, pour les situations où les enjeux sont élevés, engager le système 2, vérifier, questionner, calculer devient crucial. Il y a aussi une sagesse dans l'acceptation, dans la reconnaissance que certains patterns sont des constructions, des projections, des créations de notre esprit plutôt que des découvertes. Les constellations dans le ciel, les visages dans les nuages, les significations dans les coïncidences peuvent être appréciées pour ce qu'elles sont, des jeux de l'esprit, des moments de créativité perceptive, sans nécessairement être prises comme des vérités objectives. Il y a une beauté dans notre capacité à projeter, à imaginer, à créer du sens, même quand ce sens n'existe pas indépendamment de nous. L'art, la poésie, la spiritualité, tous ces domaines tirent leur richesse de notre tendance à percevoir des patterns, à trouver des connexions, à créer des significations. Renoncer à cette capacité au nom d'un réalisme strict, ce serait appauvrir l'expérience humaine, réduire le monde à sa stricte matérialité. La clé, peut-être, est de maintenir ce que le poète John Keats appelait la capacité négative, la capacité d'être dans l'incertitude, dans le mystère, dans le doute, sans chercher irritablement après les faits et la raison. De pouvoir jouer avec les patterns, de les apprécier, de les explorer, tout en maintenant une légèreté, une conscience que nous jouons, que nous créons, que nous interprétons. De ne pas prendre nos patterns trop au sérieux, de rester ouverts à leur révision, à leur abandon quand l'évidence le demande. Notre tendance à chercher des patterns partout, cette caractéristique si fondamentale de l'esprit humain, n'est ni une bénédiction pure, ni une malédiction. Elle est simplement ce que nous sommes. Elle a permis notre survie, notre évolution, notre domination de la planète. Elle sous-tend notre science, notre art, notre culture. Mais elle nous rend aussi vulnérables aux illusions, aux superstitions, aux erreurs de jugement. Vivre avec cette dualité, utiliser notre capacité de reconnaissance de patterns tout en restant conscient de ses limites, c'est peut-être cela, la sagesse humaine. Et maintenant, alors que le sommeil approche, laissez votre esprit chercheur de patterns se reposer doucement. Il a travaillé toute la journée, reliant, interprétant, créant du sens. Il mérite le repos. Dans les rêves qui viendront, il continuera peut-être sa quête, tissant des histoires étranges, des connexions improbables, des patterns oniriques qui n'obéissent à aucune logique. Et c'est parfait ainsi, car même dans le sommeil, même dans l'absurde des rêves, votre cerveau reste ce qu'il est, un créateur inlassable d'ordre, de sens, de patterns. Merci d'avoir partagé ce voyage, cette exploration de notre nature profonde, de cette tendance qui nous définit autant qu'elle nous échappe. Dormez bien, entouré par les rythmes de votre respiration, les patterns de votre cœur, les cycles de votre corps, tous ces ordres invisibles qui vous portent, qui vous maintiennent, qui vous bercent vers le repos. Bonne nuit.